13h à Libreville au Gabon, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur Canal 7. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée. En ouverture de ce journal, direction le Nigeria où les insurgés de la secte islamiste Boko Haram refusent de s'avouer vaincus. Ce mardi, 20 personnes sont mortes et 24 autres ont été blessées suite à un attentat suicide perpétré dans le marché au bétail de Maïdougouri dans le nord-est du pays. Rien ne semble freiner Boko Haram. Reportage. Scène d'horreur ce mardi à Maïdougouri au Nigeria où la secte islamiste Boko Haram a encore fait parler d'elle vers 12h GMT. Le marché de bétail de Maïdougouri, la plus grande ville du nord-est du Nigeria, a été le théâtre d'un attentat suicide. Selon un membre d'une milice privée d'autodéfense, l'explosion a secoué la capitale de l'état de Borno au moment où les marchands s'apprêtaient à plier bagages. Nous étions à l'extérieur quand nous avons entendu un grand bruit. Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons compris que c'était une explosion à la bombe. En attendant le bilan de cet attentat suicide, 20 morts, 24 blessés et de nombreux dégâts matériels ont été enregistrés. À en croire les témoins, on peut s'attendre à de nombreuses victimes. Le week-end dernier, dans cette même ville, un kamikaze s'était aussi fait exploser dans une mosquée, tuant 26 fidèles et blessant 28 autres. Face à l'impasse de la population, le chef de l'exécutif Muhammadu Buhari, lors de son investiture, a promis de faire de la lutte contre Boko Haram sa priorité. Par ailleurs, Muhammadu Buhari a annoncé le déplacement du centre de commandement de l'armée en charge de la contre-insurrection d'Abuja, la capitale, à Maïdougouri, fief historique de Boko Haram, où est né le mouvement au début des années 2000. Restons en Afrique occidentale en bref et en images. À 5 mois des élections en Guinée, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Mohamed Ibn Chambaz, a rencontré le président Alpha Condé, les membres du gouvernement, les dirigeants politiques et les responsables de la CENI et du pays. Au terme de sa visite à Conakry, le représentant de l'ONU a insisté lors d'une conférence de presse sur l'urgence du dialogue entre le pouvoir et l'opposition en Guinée pour une élection présidentielle crédible. Toujours en politique, lors de la cérémonie d'investiture d'Omar El-Béchir élu il y a près de 2 mois, le chef de l'État soudanais a prôné l'ouverture avec l'Occident et le dialogue avec les rébellions installées dans son pays. Des propos surprenants pour un leader qui a fortement contribué à isoler le Soudan et à en faire un grand foyer de tension. Uriel Abaga. Mardi à Omdurman, la plus grande ville du Soudan, Omar El-Béchir a été investi au cours d'une cérémonie à laquelle assistaient les parlementaires et les chefs militaires soudanais, mais aussi plusieurs chefs d'État africains tels que l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le Zimbabwéen Robert Mugabe. Prenant la parole devant cette assistance, le président soudanais réélu en fin du mois d'avril dernier a promis d'œuvrer pour sortir son pays de l'isolement dans lequel il se trouve depuis plusieurs années. À cœur ouvert, si Dieu le permet, le Soudan recherchera le dialogue complet avec les pays occidentaux pour restaurer leurs relations originales. Une déclaration surprenante quand on connaît le profil d'Omar El-Béchir. Arrivé au pouvoir en 1989 à la faveur d'un coup d'État, le numéro 1 soudanais dirige un pays qui n'a quasiment plus de relations diplomatiques. Une situation qui découle de plusieurs de ses dérapages. Depuis 1997, le pays est victime de sanctions économiques en raison de l'entêtement de Béchir à ne pas céder aux revendications de certaines communautés en utilisant à souhait la violence. L'ouverture prônée par Omar El-Béchir se rapproche beaucoup plus d'une simple annonce que d'autre chose. Et l'Occident semble plus que jamais vouloir la tête de ce dirigeant, visé depuis 2009 par 2 mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Omar El-Béchir s'est également dit prêt au dialogue avec les rébellions qui combattent son armée depuis 2003 au Darfour, mais également au Kordofan du Sud et dans le Nil bleu. Une nouvelle fois, ces propos peinent à convaincre car le régime de Béchir a invité ces groupes rebelles à des discussions l'année dernière, mais aucune rencontre n'a été organisée. En avril, Omar El-Béchir a été reconduit à la tête du Soudan avec 94% des suffrages des électeurs, une élection marquée par une faible participation et un boycott de l'opposition. Au Gabon, le nouveau système de rémunération et plus généralement la réforme concernant la gestion des ressources humaines dans les administrations publiques est presque achevée. Le ministère de la fonction publique a fait appel à des experts nationaux pour concevoir ce nouveau système de rémunération. Il devrait permettre enfin de revaloriser le travail de l'agent public. Marielle Biogou pour les précisions.
La réforme administrative annoncée depuis au moins 2 décennies avance au Gabon. Celle-ci qui suppose une nouvelle gestion des ressources humaines et un nouveau système de rémunération des agents de l'État est sur le point d'aboutir. À cet effet, le ministère gabonais de la fonction publique organise depuis le début du mois écoulé une formation en ressources humaines concernant les agents de toutes les administrations publiques. Il s'agit pour la fonction publique de doter chaque ministère d'une direction centrale des ressources humaines. Les différents modules concernent essentiellement la gestion des ressources humaines, le déroulement de la carrière, la mobilité et la gestion de la documentation des agents publics de l'État que nos DCRH auront à gérer au quotidien. La DCRH viendra remplacer la direction centrale du personnel et va servir d'outil de gestion de proximité de l'agent de l'État. Pour évoluer, nous avons besoin des ressources qui nous apportent une certaine efficacité. Donc dans l'entreprise, on a besoin des personnes, des hommes et des femmes qui sont bien dans leur tête, bien par rapport non seulement au diplôme, mais aussi qui peuvent apporter un plus, sachant que nous allons vers une certaine émergence. En fait, au lieu de se contenter essentiellement d'un numéro matricule pour l'affectation d'un agent par exemple, la DCRH tiendra compte de tous les critères sociaux relatifs à cet agent, notamment sa situation matrimoniale et son état de santé. Cette réforme qui vise une réévaluation de la rémunération de l'agent de l'État permettra donc de revaloriser non seulement les faibles revenus mais également les pensions des agents de l'État. Mais il faut ajouter que la dite réforme s'efforce de mettre à contribution d'autres secteurs comme les impôts et la consommation afin que la valorisation salariale attendue ne soit pas absorbée totalement. Restons toujours au Gabon où les activités de la Semaine nationale de la jeunesse se poursuivent à Libreville. Les résultats du concours national de dessin sur le thème « Imagine la Terre » ont été proclamés ce mardi à l'Institut français du Gabon et le groupe scolaire Les Tanguettes a remporté le premier prix. Marie-Angèle Gono pour les précisions. Les résultats du concours national Imagine la Terre ont été rendus publics mardi à l'Institut français de Libreville. Le groupe scolaire Les Tanguettes remporte le premier prix, tandis que le deuxième et le troisième prix sont respectivement attribués au complexe scolaire Regina Mundi et à l'école de l'Alliance chrétienne de Tchibanga. Organisé à l'occasion de la Semaine nationale de l'environnement, ce concours marque l'une des activités de la caravane B2B initiée dans les établissements scolaires du territoire national dans l'optique de sensibiliser les enfants sur la lutte contre le réchauffement de la planète. Chers enfants, vous avez le privilège, dites-le-vous, de vivre dans un pays gâté par la nature, un pays béni par les dieux. Le Gabon est une merveille sur la planète. Tout y est, aussi bien la biodiversité que tout ce qu'il faut pour lutter contre les changements climatiques, qui est le thème du carnaval de cette année. Selon les organisateurs, la réussite de cette action, qui s'articule autour du thème « Les enfants, nos ambassadeurs », a bénéficié de l'implication des partenaires tels que l'ambassade de France au Gabon, les COFAC, Écosystème forestier d'Afrique centrale, et le RAPAC, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale. C'est à vous les enfants, l'avenir de demain, nos ambassadeurs, de commencer dès maintenant à préserver l'environnement pour que d'ici 20 ans, ces animaux soient toujours là avec nous, que ces arbres ne se dessèchent pas. La sensibilisation des enfants sur le changement climatique se poursuit le 6 juin prochain avec un défilé carnaval afin que ces derniers puissent porter leurs apprentissages et leurs réflexions à leurs pairs et aux adultes. Hors du continent africain, en bref et en images, un nombre de Chinois disparus sur le bateau de tourisme qui a chaviré sur le Hangzhou avaient acheté leur croisière à la même agence de voyage de Shanghai. Mardi, des dizaines de leurs proches effondrés y ont accouru en quête d'informations en se raccrochant encore à un infime espoir. Surpris, ils ont trouvé porte close, l'agence n'ayant pas ouvert après le naufrage probablement très meurtrier. Du coup, des personnes présentes, dont certaines craquaient nerveusement, n'ont aucune réponse à leurs questions. Écoutons leur réaction. Nous espérons qu'il y aura un service en rapport. N'importe quel service pourrait venir nous aider à organiser et nous dire quoi faire.
S'il vous plaît, n'envoyez pas seulement la police ici. La police, c'est pour le maintien de l'ordre. Nous n'allons rien faire. Nous voulons juste savoir si les membres de nos familles sont en vie ou morts. Est-ce que l'équipe en char ne devrait pas nous emmener à Hubei? Comment se fait-il qu'ils prennent la fuite? Économie à présent, plusieurs accords de partenariat ont été signés le week-end dernier à Alger entre les entreprises algériennes et américaines. L'objectif de ces associations est d'augmenter la productivité dans 3 secteurs précis, une aubaine pour l'économie de ce pays d'Afrique du Nord. Uriel Abaga nous en fait l'écho. Dimanche à Alger, au cours d'un forum algéro-américain sur l'agriculture, 6 protocoles d'accord de partenariat ont été paraphés entre des entreprises algériennes et américaines. Une coopération qui vise à booster la productivité de 3 secteurs importants en Algérie, notamment ceux de la pomme de terre, des cultures fourragères et des produits laitiers. Les principaux acteurs du secteur agricole algérien, conscients de leurs manquements, se sont rapprochés des firmes américaines, mieux outillées et plus productives. Les entreprises en provenance du pays de l'Oncle Sam feront bénéficier aux Maghrébins de leurs connaissances dans les nouvelles technologies afin que ces derniers soient plus compétitifs à l'échelle de leur sous-région et à celle du monde. Les 6 protocoles d'accord signés prévoient évidemment la création de sociétés mixtes. Certaines seront spécialisées dans la semence et la transformation de la pomme de terre. D'autres s'emploieront à améliorer les chiffres de la production laitière et à développer l'élevage bovin. Le secteur de la pomme de terre semble particulièrement intéresser l'État algérien qui, selon la presse nationale, y injecte d'importantes sommes d'argent depuis quelques années. Un soutien qui a permis à l'Algérie de produire plus d'1 million de pommes de terre en 2013. Les accords qui lient désormais ces entreprises algériennes et américaines, parmi lesquelles Sahraoui et Vertical Farms, sont une bonne nouvelle pour le pays d'Abdelaziz Bouteflika. Les entreprises créées pourvoiront inévitablement de l'emploi pour les Algériens dans un pays où le taux de chômage est de plus de 10% selon les chiffres du dernier trimestre 2014. Environnement à présent au Congo, l'ONG britannique Global Witness a lancé un appel à la France ce mercredi pour prendre des mesures rigoureuses contre l'exploitation illégale du bois au Congo. En effet, selon les enquêtes de l'ONG, ce sont plusieurs entreprises françaises qui sont impliquées dans ce trafic. Marielle Biogou s'en fait l'écho. Grande comme 5 fois la France, la République démocratique du Congo abrite plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Ce pays est malheureusement depuis plusieurs années maintenant victime d'une exploitation illégale de sa ressource forestière. À cet effet, l'ONG britannique Global Witness a lancé un appel ce mercredi aux autorités en charge de l'application des lois en France, du fait que ce pays soit le 2e exportateur de bois illégalement exploité en provenance du Congo. L'ONG souligne dans un nouveau rapport sur la RDC que les entreprises françaises, notamment la Société industrielle et forestière du Congo, Siforco, et la Société de développement forestier Sodefort, n'ont pas le droit d'importer du bois qui porte atteinte aux législations du pays producteur. Même si un rapport datant de 2014 accablait davantage ce pays forestier en soulignant que 90% de l'exploitation en RDC était illégale, l'ONG Chatham House notait néanmoins les efforts du gouvernement congolais pour mieux contrôler l'exploitation. Toujours en environnement, massacrés pour l'ivoire, les éléphants ont encore un sanctuaire un peu inviolé. Et il s'agit bien sûr du Botswana où les forces de l'ordre sont encouragées à tirer à vue sur les braconniers et où le tourisme est le 2e secteur économique. Reportage AFP. Le fleuve Tchobe, c'est un peu le paradis des éléphants. Au Botswana, les parcs naturels ne sont pas clôturés et le pays abrite un tiers de ces pachydermes qui survivent encore en liberté sur le continent. Massacrés par dizaines de milliers pour leur ivoire, il n'en reste que 470 000 en Afrique. Ce sont des animaux très intelligents. Quand ils sont perturbés dans une zone, ils se déplacent là où ils savent qu'ils seront en sûreté. Au Botswana, beaucoup de nos éléphants sont en fait des réfugiés politiques qui fuient la persécution dans les pays voisins. À l'origine de ce succès, une volonté politique. Le gouvernement a fait du tourisme une priorité en tant que source de revenus durables, plus durable que les diamants. Un peu plus grand que la France, le Botswana jouit d'immenses espaces sauvages, du désert du Kalahari au delta de l'Okavango. De quoi attirer les touristes, mais pas n'importe lesquels. Le Botswana a une politique que nous apprécions beaucoup. Moins de touristes, plus de revenus. Nous préférons offrir des prestations de qualité.
Je ne dirais pas que nous avons des clients haut de gamme, mais juste des clients qui veulent vraiment venir ici. Le Botswana a de la chance parce que les parcs nationaux couvrent une très grande surface. En Afrique du Sud, ils sont petits et souvent privés et tellement commerciaux que vous n'êtes jamais vraiment seul. Il y a toujours plein de touristes, tandis qu'au Botswana, à Moremi par exemple, vous pouvez ne pas voir une seule autre voiture de la journée. Pour assurer la protection des animaux, le gouvernement a interdit la chasse, renforcé les patrouilles et applique une politique de tolérance zéro vis-à-vis des braconniers. Si vous venez dans ce pays avec une arme pour tuer nos ressources naturelles, et si vous pensez que vous allez avoir la vie sauve, vous allez être déçu. Et je ne vais pas présenter d'excuses. C'est comme ça. Pour que toute la population bénéficie des retombées économiques, le gouvernement encourage financièrement les communautés à développer des projets touristiques, comme ce parc et ce centre culturel à Kasané dans le nord. Seul bémol, la cohabitation des hommes avec les animaux sauvages, pas toujours évidente dans les villages. Mais le Botswana ne compte que 2 millions d'habitants, plus facile donc de redistribuer les richesses et de faire coexister les populations. Et nous ouvrons la page culturelle de ce journal en bref et en images. Le chanteur Thione Balago Seck, grand nom de la musique sénégalaise, âgé de 60 ans, auteur de plusieurs albums à succès et une des plus belles voix du pays, a été écroué hier soir à Dakar. L'artiste est inculpé de tentative d'escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre d'une enquête sur des faux billets, selon ses avocats, précisant qu'il rejetait toutes les accusations. Toujours en culture, la mairie de Paris a commencé depuis ce lundi à retirer les centaines de milliers de cadenas d'amour accrochés au célèbre pont des Arts qui a fléchi sous leur poids l'an dernier. Les amoureux du monde entier venaient sur ce pont sceller leur amour et ce que les représentants de la mairie de la ville de Paris demandent de toujours faire, mais cette fois sans cadenas. Roland Diakou. À Paris, des couples du monde entier se vouant un amour éternel avaient pris l'habitude d'accrocher des cadenas gravés à leur nom sur les rambardes des ponts. Une mode qui était devenue une tradition pour les amoureux, rien de tel que ce petit geste dans un cadre romantique pour se prouver ses sentiments. D'où vient cette tradition? Certains disent de l'Italie, d'autres de la Russie, mais accrocher des cadenas s'est fait aussi en Chine et aux États-Unis. Après tout, peu importe, c'est le symbole qui comptait. C'est bête comme ça, mais ça prouve un peu l'amour et tout. C'est comme si on était attachés. Comme le cadenas, il s'ouvrira plus jamais avec la clé, on est liés, quoi. Depuis ce 1er juin, la mairie de Paris a installé des panneaux sur le célèbre pont des Arts et a commencé à retirer tous les cadenas d'amour qui l'ont en partie fait ployer l'an passé. Comment les amoureux vont-ils faire à l'avenir pour sceller leur amour? Paris veut rester la capitale de l'amour, Paris veut rester la capitale du romantisme. On souhaite que les couples du monde entier continuent à venir à Paris et qu'ils se déclarent leur flamme à Paris, qu'ils se demandent en mariage à Paris, s'ils le veulent sur le pont des Arts, mais de grâce, sans cadenas, parce que ça abîme le patrimoine, ça abîme le pont, c'est pas très esthétique. L'an dernier, une partie du grillage de la passerelle s'était effondrée sans faire de victimes sous le poids des cadenas qui représentaient 45 tonnes de métal. Le pont des Arts qui enjambe la Seine et offre une des plus belles vues de la capitale française est connu du monde entier pour ces milliers de cadenas d'amour que les couples viennent fixer le long du parapet avant de jeter la clé dans le fleuve. Sport à présent, bref et en images, la tempête a fini par avoir raison de l'insubmersible Joseph Blatter. Le patron de la FIFA a annoncé ce mardi qu'il renonçait à la présidence de l'instance secouée par une série de scandales de corruption visés directement par une enquête du FBI selon les médias américains. Joseph Blatter, âgé de 119 ans, en poste depuis 17 ans et pourtant réélu vendredi pour un 5e mandat, a indiqué qu'il allait convoquer un congrès extraordinaire au cours duquel un nouveau patron sera désigné. Si l'ère Blatter s'achève, les procédures pénales, elles continuent et par ailleurs, les autorités suisses ont indiqué que la démission n'avait pas d'incidence sur l'enquête en cours. Écoutons ses propos. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le football autant que nous tous à la FIFA. Je continuerai d'exercer mes fonctions en tant que président de la FIFA, normal jusqu'à l'organisation de ces prochaines élections. Mais puisque je ne serai pas candidat et que je suis donc désormais libre des contraintes qu'impose inévitablement une élection,
je serai en mesure de me concentrer sur la mise en œuvre des ambitieuses et profondes réformes qui transcenderont nos premiers efforts en la matière. Avant la rubrique 7 en plus de cette édition d'information, lors de sa deuxième sortie en match de poule comptant pour ce mondial des moins de 20 ans, le Ghana a pris une sérieuse option pour la qualification en venant à bout de son adversaire l'Argentine sur le score de 3-2. L'Argentine, elle, risque une élimination prématurée de la compétition suivant ce compte-rendu que nous vous proposons. Opposé à l'Argentine, 6 fois vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, le Ghana vient de gagner en confiance en montrant un autre visage lors de sa deuxième sortie. En effet, les Black Athletes du Ghana se sont offerts le slap de l'Argentine ce mardi en Nouvelle-Zélande à l'issue d'une partie riche en rebondissements soldée par le score de 3-2. Plus réaliste et surtout redoutable en contre, les hommes de Silas Tété ont longtemps fait la course en tête. À la 44e minute, sur une passe en profondeur d'Abogué, l'inamovible attaquant ghanéen Tété frappe du pied gauche et ne laisse aucune chance au gardien argentin. 1-0, score à la pause. De retour des vestiaires, les Ghanéens, inspirés par un jeu direct, feront trembler les filets argentins à 2 reprises, notamment à la 59e minute sur une frappe écrasée de son capitaine Abogué. 10 minutes plus tard, Yeboah transforme un penalty et porte le score à 3-0. Vers la fin de la partie, les Black Athletes se sont donné des sueurs froides après une grossière faute de main du gardien de but Ati, permettant à Simeone de relancer les siens à la 80e minute avant que Buendia ne ramène les Argentins à une petite longueur à la 90e. Score final, 3-2. Après un match nul de 1-1 contre l'Autriche, le Ghana caracole en tête du groupe B et est suivi respectivement de l'Autriche, de l'Argentine et du Panama. Troisième lors de l'édition 2013 en Turquie, ils sont désormais presque assurés de se hisser en 8e de finale. Et pour terminer cette édition, dans le cadre de la rubrique 7+, d'aujourd'hui, Roland Diakou nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de l'épave du Sao José qui commence à livrer ses secrets. Retrouvons-nous juste après ce court instant. Après 221 années, des objets issus de l'épave du navire négrier portugais, le Sao José, naufragé au large du Cap en 1794, ont été dévoilés ce mardi en Afrique du Sud. Ces vestiges livreraient ce précieux détail sur l'histoire de ces esclaves déportés de l'Afrique de l'Est vers le Brésil. Roland Diakou s'en fait l'écho. C'est ici, dans cette zone au large du Cap en Afrique du Sud, que le navire négrier portugais le Sao José avait coulé en 1794. Des objets issus de l'épave du navire ont été rendus publics ce mardi en Afrique du Sud et certains vestiges livreraient de précieux détails sur l'histoire de ces esclaves déportés d'Afrique de l'Est vers le Brésil. Nous sommes en train de mener des recherches afin de dire au monde où ces gens qui ont été oubliés, où ces gens se trouvent à présent. Le navire Sao José transportait environ 400 captifs du Mozambique vers le Brésil, 2 possessions coloniales portugaises à l'époque du naufrage, et celui-ci avait coulé après avoir heurté des rochers sous l'eau à une centaine de mètres des côtes du Cap. L'équipage et environ la moitié de la cargaison humaine du navire furent sauvés avant que les captifs africains rescapés ne soient revendus comme esclaves sur la même zone. En parallèle, une cérémonie hommage aux milliers d'esclaves déportés d'Afrique de l'Est au Brésil sera célébrée à marge de cette nouvelle étape dans l'aventure de longue haleine que constitue la fouille de Sao José. C'est important que nous replacions cela dans un contexte global. Ce bateau a coulé en 1794, au milieu de la Révolution haïtienne, quelques années après la signature de la Constitution américaine, lorsque les hommes de loi ont décidé si les esclaves étaient des êtres humains ou non, ou alors qu'aux 2/3. Les historiens estiment que plus de 400 000 Africains de l'Est ont été transportés entre 1800 et 1865 entre le Mozambique et le Brésil. Et cette découverte pourrait non seulement faire avancer les recherches, mais aussi peut-être changer les mentalités.
C'est vraiment un moment important pour faire aller ce projet de l'avant, notamment à la lumière des récents événements xénophobes en Afrique du Sud et des problèmes que nous avons eus, de montrer que vous savez, même si on peut penser que nous sommes simplement sud-africains, en réalité, nous faisons partie d'une communauté plus large, mais les habitants du Mozambique font partie de notre histoire. Découvert par des plongeurs amateurs dans les années 1980 et tout d'abord confondu avec un vaisseau néerlandais de facture plus ancienne, ce navire est une pièce archéologique rare pour les historiens travaillant sur la traite transatlantique des esclaves. Place à la rubrique 7 en plus de cette édition d'information. Roland Diakou, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Alors, comment est-ce que les objets retrouvés dans ce naufrage peuvent-ils permettre de comprendre l'histoire ? Parce que tout simplement c'est une découverte qui vient s'ajouter à certaines découvertes historiques ou préhistoriques qui permettent de comprendre effectivement l'évolution de l'homme et surtout de mieux comprendre un peu la traite négrière, parce qu'il s'agit de cela, oui. Et surtout que cette découverte fait partie d'une découverte très importante pour les archéologues, pour des personnes qui font des recherches pour la première fois en ce qui concerne la traite transatlantique des esclaves. Donc du coup cette découverte permettra à ce qu'on puisse comprendre comment est-ce que ces personnes ont été embarqués, comment est-ce qu'ils ont été dans les bateaux et jusqu'où ils partaient. C'est vrai qu'on connaissait la destination pour le Brésil, mais toujours est-il, c'est que les recherches les résultats qui vont sortir des recherches qui vont être faites par des archéologues, des historiens qui sont en Afrique du Sud pour l'instant, permettra de mieux comprendre d'où venaient ces esclaves, ces esclaves qui ont été dans le bateau qui a connu justement ce naufrage-là en 1794. Alors Roland, deuxième question, pourquoi c'est maintenant que ces objets sont exposés publiquement? C'est maintenant parce qu'il fallait bien qu'on soit sûr que ça vient de ce naufrage-là, parce qu'il fallait bien qu'on puisse être sûr, qu'on fasse des recherches pour mieux comprendre, pour être certain qu'il s'agissait justement de cela, parce qu'en 2010, il y a eu quand même quelques recherches, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites, mais il fallait bien qu'on soit certain que c'est justement de ces naufrages-là dont il s'agissait. Il s'agit bien sûr de ce naufrage, vous avez donné quelques échos de ce sujet. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition d'information. Roland, merci d'avoir été dans cette partie. Et c'est sur cette actualité liée au naufrage de Sao José que se referme cette édition d'information. Merci d'avoir été des nôtres. L'actualité continue sur Canal 7.